Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 28 minutes. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Notre première invitée est une écrivaine qui ne peut plus vivre dans son pays. Ece Temelkuran a fui la Turquie. Elle raconte comment le président Erdogan en a fait une dictature et nous alerte. Les dérives populistes autoritaires nous menacent ici aussi, en Europe occidentale et en France. L'actualité du jour, c'est Emmanuel Macron qui envisage de supprimer l'école qu'il a lancée sur le chemin du pouvoir, l'ENA, qui forme nos élites administratives depuis la Libération. Je crois que nous avons à refonder la méritocratie républicaine, laquelle doit notamment être beaucoup plus soucieuse de la diversité sociale de ceux qui bénéficient de cette méritocratie républicaine. Réservoir à hauts fonctionnaires et à hommes politiques, l'École nationale d'administration concentre de nombreuses critiques. Sont-elles légitimes? Cet établissement reproduit-il des élites coupées des réalités? Où est-il le bouc émissaire idéal des colères populistes? Supprimer l'ENA, est-ce un bon moyen de réparer l'ascenseur social? On en débattra. Et dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons bien sûr nos amis Xavier Mauduit et François Saltiel. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, les amis? Salut Renaud. Bonsoir Salut à vous. Renaud. Alan Garcia, l'ancien président du Pérou, s'est suicidé. Oui, il a voulu échapper à une arrestation dans un scandale financier. Enfin bon, ça m'a rappelé un autre chef d'État, un roi qui lui aussi a voulu se suicider au moment de perdre le pouvoir. Mithridate dans l'Antiquité. Oula. Ça s'est pas passé comme il voulait. Ça ne nous rajeunit pas. Et vous, François? Eh bien, nous sommes encore sous le choc de ces images, de ces flammes qui ravagent Notre-Dame. Ça nous semble presque virtuel, tellement c'est inimaginable. Et ça tombe bien, car l'industrie du jeu vidéo décide d'apporter sa pierre à l'édifice pour préserver nos mémoires. On verra ça tout à l'heure avec vous. À tout à l'heure. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Renaud Dely. Quel plaisir de vous retrouver. Je vous Un le dis tous les bonheur soirs, mais c'est de vrai, chaque c'est instant, sincère. oui, c'est vrai. Et Benjamin Sportouche, Aussi, j'espère. du grand jury RTL. Bonsoir Renaud. C'est un plaisir aussi de vous retrouver, Benjamin. Partagé. Bienvenue. Bonsoir, Ece Temelkuran. Ravi de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes donc journaliste et essayiste. Vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions Stock, Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature. Et dans ce livre, vous racontez le basculement justement de votre pays, la Turquie que vous avez dû fuir. Vous ne pouvez plus vivre en Turquie, vous vivez aujourd'hui en Croatie. Et vous commencez le livre en racontant justement l'événement qui fait basculer ce pays. C'est le 15 juillet 2016, le tournant avec ce putsch militaire raté que Erdogan va réprimer. Et c'est là que commence une vraie période de peur. C'est le début de la peur. Eh bien, en fait, c'était le début de la fin. Tout a commencé en 2002. Et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes en Turquie et à l'extérieur du pays pensaient qu'Erdogan allait ramener la démocratie, la véritable démocratie en Turquie, avec le vrai peuple. Puis, 15 ans plus tard, et c'était une période très difficile, ces 15 années, 15 ans plus tard, donc, on a assisté au putsch militaire raté. Et je crois qu'à ce moment-là, le régime est vraiment devenu un régime autoritaire. Mais il faut que je vous dise, en fait, je n'ai pas fui mon pays. J'ai simplement commencé à vivre dans un autre pays. Quand vous dites fuir, il y a beaucoup de connotations émotionnelles, politiques, et je n'ai pas envie d'avoir cette connotation-là. J'écris toujours en turc. Quand j'écris dans ma langue maternelle, je n'ai pas l'impression d'avoir fui mon pays. Ce pays, l'évolution de ce pays et du régime d'Erdogan, et ce que Erdogan a infligé à la Turquie, vous le racontez donc dans ce livre, cette évolution par étapes, vous le racontiez dès 2002, puis le putsch raté de 2016, la répression ensuite. Je vous propose de regarder maintenant cette histoire à travers votre portrait. On va regarder votre portrait. C'est la règle de 3 et elle est signée Gaël Legras. Une mission, un ami, un mal, c'est la règle de 3 de Ece Temelkuran. Sa mission, elle la décrit clairement. Née à Izmir en 1973, elle grandit dans une famille engagée qui souhaite une Turquie juste, équitable et libre. En 1980, Ece Temelkuran suit le coup d'état militaire à la télévision avec ses parents. Le général Kenan Evren, le voici, c'est lui qui est à l'origine du coup d'état, il en assume la responsabilité. Au cours de sa scolarité, Ece est encouragé par sa mère qui dit « Nous sommes obligés d'être plus intelligents que ceux qui sont au pouvoir car il nous faut leur tenir tête ». À 20 ans, elle commence à travailler pour le quotidien Cumhuriyet, puis pour différents journaux turcs et internationaux. Elle publie son premier livre 3 ans plus tard. Depuis, elle en a écrit une douzaine, essais journalistiques ou romans. Avec son ami Hrant Dink, elle partageait le même désir, défendre les droits de l'homme.
Journaliste, fondateur de l'hebdomadaire Agos, Hrant Dink tentait de réunir les communautés turques et arméniennes malgré le génocide de 1915. Ce qui ébranle les Turcs, c'est que derrière la question arménienne, il y a des peurs, comme de devoir restituer des terres spoliées aux Arméniens. En 2006, il encourage Ece Temelkuran à écrire sur l'Arménie et sa diaspora. En 2007, Hrant Dink est assassiné par un nationaliste turc. Son assassin lui a tiré 3 balles dans la tête en pleine rue, devant son journal, pratiquement sous les yeux de ses collaborateurs. En 2008, Ece Temelkuran lui rend hommage en publiant Deep Mountain, fruit du travail qu'il lui a inspiré. Ce qu'elle appelle le mal de la banalité est aujourd'hui incarné par Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Sebastian Kurz, sans oublier Recep Tayyip Erdogan. À cause de la répression mise en place par le gouvernement d'Ankara, Ece Temelkuran ne peut d'ailleurs plus entrer en Turquie où elle risque la prison. Aujourd'hui, elle vit à Zagreb. Dans son dernier livre, elle dit avoir identifié 7 étapes qui permettent aux leaders populistes de passer du statut de personnage ridicule à celui d'autocrate terrifiant. Et dans ce livre, Ece Temelkuran aussi, avec ce livre, vous cherchez à nous alerter, nous ici, en Europe occidentale, en France. Vous racontez un processus, ce processus populiste qui mène à la dictature, un processus qui, dites-vous, nous menace aussi, qui peut se produire, se renouveler ici. En fait, ce n'est pas un avertissement, je ne dirais pas les choses ainsi. C'est plutôt un appel à une discussion mondiale. Je pense que c'est un phénomène mondial. Ça ne concerne pas uniquement la Turquie ou l'Inde ou la Russie, mais également les pays européens et les États-Unis. Et c'est pour cela qu'il nous faut un débat à l'échelle mondiale et, je l'espère, une solidarité mondiale pour surmonter ce malaise de notre époque. Il y a des personnes qui pensent que l'on peut battre le populisme de droite à l'échelle locale, mais je pense qu'ils se trompent. Le populisme de droite gagnera, ou en tout cas, c'est une politique qui se propagera à un tel degré qu'ils vont pouvoir continuer à vivre comme avant. Ce qu'on a du mal à comprendre ici, c'est que malgré cette dérive autoritaire, eh bien, les Turcs continuent à voter en faveur d'Erdogan. Comment vous expliquez cela, cette légitimation populaire d'une forme de dictature ? Eh bien, la démocratie, ça ne passe pas uniquement par les urnes. Penser que la démocratie, c'est uniquement le vote, les urnes, je pense que c'est une mauvaise idée. Tout d'abord, tout type d'opposition est silencieuse en Turquie. Soit les opposants sont en prison, soit ils ont dû fuir le pays, ou simplement ils ont cessé de s'exprimer. Et d'autre part, il y a des leaders politiques qui sont en prison, des dirigeants d'ONG, des personnalités politiques. Et enfin, ce qui se passe en Turquie et ce qui ressemble à ce qui se passe en Russie et en Inde, eh bien, M. Erdogan a créé un réseau économique et il est au centre de ce réseau, de cette toile. Donc, si lui tombe, tout le système va s'écrouler. Donc parfois, les citoyens soutiennent ce parti parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à vivre. Donc effectivement, ils continuent à voter pour lui, mais lors de la dernière élection, dans de plusieurs grandes villes, l'AKP a perdu. Et cette famille du populisme dont on parlait à l'instant et dont vous parliez, elle s'étend, elle s'agrandit en Europe et elle est d'ailleurs sur le point, Nadia, d'accueillir un petit nouveau dans la famille, dans un pays qui va bientôt connaître des élections. Oui, c'est l'Espagne et cet homme s'appelle Santiago Abascal. Il était à peine connu il y a encore un an et aujourd'hui il bouscule la vie politique espagnole avec son parti qui s'appelle Vox. C'est un parti qui est hostile à l'immigration, hostile à l'islam, très hostile aux féministes. Lui-même, son surnom c'est Rambo. Il veut rendre sa grandeur à l'Espagne. Il veut construire un mur entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla qui sont sur le continent africain. Évidemment, ça nous rappelle quelqu'un. Et aujourd'hui, il a le vent en poupe. Il est crédité de 10% des voix pour les élections législatives qui vont se dérouler dans un mois. Tout ça dans un pays qui, depuis plus de 40 ans, et donc la fin du franquisme, n'avait pas connu de parti d'extrême droite au Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'aucun pays en Europe et dans le monde n'est immunisé, protégé aujourd'hui du populisme ?
Absolument, aucun pays n'est immunisé. Aucune institution étatique n'est suffisamment forte pour se protéger de cela. D'autre part, il faut bien comprendre que les conditions sont singulières dans chaque pays. Bien sûr, il y a un consensus fragile qui existe dans chaque pays, c'est-à-dire qu'il y a un chaos politique propre à chaque pays. Ce consensus fragile dont je parle, et c'est ça qui est exploité par les populistes de droite et par leur discours. Ce que je voulais faire, c'était vraiment définir les mécanismes à l'œuvre qui sous-tendent cette situation, les rendre visibles pour que chacun se rende compte qu'il y a une logique fondamentale qui opère toujours de la même façon dans chaque pays, malgré le fait que dans chaque pays, les conditions sont différentes, les débats sont différents, les types d'hostilité, de polarisation sont différentes. L'un des schémas récurrents, des 7 schémas récurrents, c'est qu'il y a la création d'un mouvement, pas forcément d'un parti. Et ça, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'ils se présentent, ils arrivent sur la scène politique. Ça se passe en France de la même façon d'ailleurs, en disant qu'ils sont le vrai peuple, que c'est un mouvement, qu'ils représentent la vraie France, ou quel que soit le pays. Donc lorsqu'on s'intéresse aux points communs entre les pays, finalement les choses deviennent très claires, la façon dont fonctionne le populisme de droite. Il y a eu en France un mouvement, les Gilets jaunes, j'imagine que vous l'avez suivi. Est-ce que vous y voyez, vous, notamment, les ferments d'un populisme à la française et l'avènement peut-être de Marine Le Pen au pouvoir ? Eh bien, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il y a une vraie souffrance partout dans le monde en raison des politiques néolibérales et la moralité imposée par le néolibéralisme en France. Donc il y a une véritable souffrance, une souffrance économique et une souffrance de la dignité humaine. Mais ensuite, qui va politiser cette souffrance ? Qui va mobiliser ces personnes en colère? C'est ça la question. Si c'est Marine Le Pen, eh bien ce sera Marine Le Pen. Mais si vous avez plus de pouvoir qu'elle, eh bien dans ce cas-là, il faut aller parler à ces personnes, essayer de comprendre leur souffrance. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les amener à appeler à plus de dignité. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, les leaders populistes de droite promettent au peuple qu'ils vont réparer leur fierté. Puis il y a cette idée de grandeur. À l'inverse, je crois qu'il faut rappeler au peuple que ce n'est pas la fierté qui a été mise à mal, c'est leur dignité. Il faut rappeler à chacun que chaque individu est très important et qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre supérieur pour leur dire. Merci Ece Temelkuran d'être venu, non pas nous alerter, mais ouvrir cette discussion, comme vous le disiez, cette discussion fructueuse sur ces mécanismes populistes à l'œuvre d'abord dans votre pays, en Turquie, que vous racontez dans ce livre, et puis qui sont effectivement en train de se reproduire, de s'étendre dans le reste de l'Europe. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau. Thank you. Place à notre débat qui porte ce soir sur l'éventuelle suppression de l'ENA. C'est un projet d'Emmanuel Macron qui prétend ainsi diversifier le recrutement des élites du pays. Aujourd'hui, l'ENA forme-t-elle des dirigeants coupés du peuple, justement, et de ses préoccupations, ou est-elle la cible d'une forme de démagogie populiste? On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. J'ai la tête d'un moule? C'était il y a 2 ans. Le candidat Emmanuel Macron en campagne se défendait d'être sorti d'une fabrique à élite formatée. Bah non. L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. Depuis la bronca des Gilets jaunes et le grand débat national, Emmanuel Macron a semble-t-il changé d'avis. Il envisagerait de supprimer l'ENA pour favoriser l'égalité des chances et répondre à la défiance des Français envers les plus hautes sphères de l'État. Ironie de l'histoire, l'École nationale de l'administration, créée en 1945 par le général de Gaulle, voulait combattre le recrutement par copinage dans la haute fonction publique. Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lyoncan, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire.
Depuis, l'ENA a formé 4 présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Une porosité entre vie politique et haute fonction publique, un entre-soi qui alimente les critiques. Pour ses détracteurs, l'ENA est la matrice de la pensée unique, une école du pouvoir, des privilèges et des privilégiés. Faux, affirme sur Twitter la direction de l'école basée à Strasbourg. 75 ans après sa création, elle revendique 26% d'élèves boursiers. On a des gens qui viennent de familles différentes. Moi, je viens d'une famille, mes grands-parents travaillaient à l'usine. Aujourd'hui, je suis à l'ENA. Alors l'ENA est-elle le bouc émissaire idéal dans un système qui ne parvient pas à corriger les inégalités sociales? Est-elle vraiment une école de la reproduction des élites? Faut-il la supprimer pour réformer la fonction publique? Voilà, plein de bonnes questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints ce soir sur ce plateau. À mes côtés, bonsoir Jean-Louis Debré, vous êtes ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous êtes l'auteur notamment de ce livre, Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France, paru aux éditions Albin Michel. Et c'est votre père, Michel Debré, qui a cofondé, on va dire, l'ENA à la Libération. À vos yeux, vous dites aujourd'hui, Jean-Louis Debré, que supprimer l'ENA, c'est une proposition populiste. Emmanuel Macron devrait déjà s'occuper de la qualité de notre enseignement scolaire et de l'arrogance de l'élite administrative. On va y venir dans un instant. L'élite politique. De l'élite politique, plus particulièrement. On va y venir dans un instant. À vos côtés, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Vous êtes directrice du think tank libéral IFRAP. Et j'ai une vraie librairie ce soir, puisque vous êtes l'auteur de ce livre En marche vers l'immobilisme, tout un programme, paru aux éditions Albin Michel. Et selon vous, Agnès Verdier-Molinier, il est temps, vous dites, de passer à un autre modèle de formation des élites administratives, et ce, pas seulement d'ailleurs pour un meilleur brassage social, mais d'abord parce que l'ENA, dites-vous, ne prépare pas aujourd'hui aux défis de demain. Et puis à vos côtés, un énarque, ça tombe bien, on va faire une expérience. Bonsoir David Guilbault. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes l'auteur de ce livre « L'illusion méritocratique » aux éditions Odile Jacob, énarque de la promotion Orwell 2016, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et selon vous, vous dites l'idée de supprimer l'ENA, elle permet au moins de lancer une réflexion collective sur la formation des hauts fonctionnaires, mais la vraie question, ce n'est pas forcément la suppression de l'école, mais peut-être sa réforme. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Nadia, vous avez une question d'un téléspectateur. Oui, c'est ça qui vous pose la question suivante, qui demande si la fermeture de l'ENA faisait partie des revendications des Gilets jaunes. Jean-Louis Debré, comment est-ce que vous expliquez que l'ENA soit aussi impopulaire, et est-ce qu'on est en train d'en faire un bouc émissaire idéal dans cette période que nous traversons? Juste d'abord, l'ENA, c'est une création du général de Gaulle, mais ça a été créé par les Républicains en 1848, par Hippolyte Carnot, supprimé par qui? Par Napoléon III, repris par Jean Zay en 1936. Les années 30, ouais. Et puis, lorsque mon père est arrivé, pour mettre fin au système de recrutement, notamment de Vichy, où on recrutait que des gens qui étaient dans l'obéissance du pouvoir, on a créé l'École nationale d'administration. C'était un progrès, car le recrutement se faisait par concours et pour toute la fonction publique. Alors, je vous coupe juste pour revenir sur la question. Pourquoi est-ce que l'ENA est impopulaire aujourd'hui? On pourra revenir sur l'histoire après. Mais je voudrais aussi dire qu'en 1981, les communistes au pouvoir n'ont pas voulu faire supprimer l'ENA. Tellement ils étaient conscients de l'importance de cette école. Alors qu'il faille réformer... Aujourd'hui, elle est impopulaire, en tout cas. C'est un état de fait. Pourquoi elle est impopulaire auprès de qui? Que si vous parlez de l'ENA, dans la rue, auprès des Gilets jaunes, auprès de... Non. Oui, qu'est-ce que c'est que l'impopularité? Qu'est-ce que c'est que la popularité? J'ai vu d'ailleurs le dernier sondage en journal dimanche, la réforme de l'ENA ou la disparition de l'ENA n'intéresse que 30% des Français. Alors, vous parlez de chiffres, justement, Jean-Louis Debré. En même temps, par rapport au projet initial de l'ENA que vous évoquiez tout à l'heure, ce brassage, notamment ce brassage, cette diversité de recrutement, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Benjamin, c'est précisément votre chiffre du jour. 68,8% des élèves de l'ENA sont des enfants de cadres supérieurs. Par comparaison, seuls 4,4% des élèves viennent du milieu ouvrier. Alors Agnès Verdier-Molinier, est-ce que l'ENA d'aujourd'hui a échoué dans le projet qui était celui de Michel Debré il y a quelques années? Le sujet après-guerre, c'était de recréer un peu des élites administratives, des grands directeurs d'administration. Alors, en cela, aujourd'hui, on a énormément de directeurs d'administration et même de membres de cabinet et même d'hommes politiques et de femmes politiques qui viennent de cette école, qui sont passés par l'ENA. Mais c'était aussi une mixité sociale.
Pas forcément. C'était aussi peut-être l'idée de préparer de très grands esprits à finalement la meilleure gestion possible de la France. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'entendais. En tout cas, est-ce qu'ils sont bien formés pour les défis que la France a affrontés, avec les défis qui sont les suivants. Un déficit public très important, qu'ils n'arrivent pas à résorber, puisqu'ils sont aux manettes de toutes les directions. À Bercy, vous n'avez quasiment aucun poste qui n'est pas occupé aujourd'hui par un énarque dans les grandes directions d'administration. Donc, le sujet, c'est est-ce qu'ils sont dans les défis de demain, est-ce qu'ils sont bien formés pour cela, et aussi, est-ce qu'ils représentent aussi la France privée ? Parce que finalement, dans la question de la diversité, est-ce qu'ils représentent la France ? Eh bien, il y a beaucoup d'enfants de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et aussi d'énarques, qui deviennent eux-mêmes énarques. Et ça, la proportion est très importante. On va faire une expérience. Agnès va demander. Si, c'est très important. Alors, donc Agnès là, il y a aussi une reproduction en la matière. Sont-ils bien formés ? Il y a quand même plusieurs choses à dire. On va faire une expérience, on a un énarque sur le plateau. Précisément, on va demander à David Guilbault, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA ? Alors, avant de dire ce qu'on apprend à l'ENA, moi, je veux revenir sur le projet initial. Pour moi, dire que l'idée, c'était après-guerre, recréer des élites, pour moi, on occulte le fondement profond de la création de l'ENA, qui était bien avant-guerre, qui date déjà des années 30 avec Jean Zay, même bien avant, comme vous l'avez rappelé, qui était assurer l'indépendance des fonctionnaires par rapport aux politiques pour pouvoir éclairer les décisions politiques avec une expertise un peu impartiale. Et là, vous mélangez, il me semble, la décision politique et le rôle des fonctionnaires. Rassurez-moi. Attendez. Si je peux répondre, pourquoi il y a autant d'énarques qui passent en politique ? Parce que David Guilbault, rassurez-moi sur une chose. On en connaît quand même beaucoup, et les Français, quand on parle d'énarques, ils beaucoup. pensent à vous savez Premier combien ça fait dans une ministre, promotion, président de la République, parfois député. David Guilbault. 1 ou 2 éléments sur 90 élèves d'une promotion, c'est pas beaucoup. Rassurez-moi sur une chose, à l'ENA, on ne vous apprend pas à ne pas répondre aux questions. Alors justement, qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA ? Je compte bien répondre à toutes vos chance. questions. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA ? Vous avez énormément de choses qui sont apprises pour passer le concours, d'abord. Là, c'est des connaissances un peu en dur et avec cet aspect de bachotage qui est très critiquable à certains égards. Et ensuite, il y a la formation, c'est une école d'application. C'est comme ça que c'était conçu à l'origine, c'est-à-dire mettre les fonctionnaires dans des situations professionnelles pour un peu acquérir de l'expérience par des stages, par la confrontation avec d'autres administrateurs et essayer d'être prêt. Des stages dans quel type Alors, stage en ambassade, en préfecture et aussi dans le monde privé. Vous l'avez fait où, votre stage ? Alors, moi, j'ai fait ça dans une ambassade du réseau à l'étranger. J'ai fait ça dans une association qui s'appelait les Restos du Cœur, qui est une très belle association, et dans une préfecture, une toute petite préfecture de province, puisque c'est Rodez, qui est la préfecture d'un très beau département. Ce sont des stages de quelle durée à peu près ? Et c'est des stages, dans le cadre du stage préfecture, 5 mois. Le stage ambassade, c'était 4. Et là, tout ce que je vous dis, c'est plus complètement valable, puisque la scolarité était en cours de réforme. Le procès qu'on fait à l'ENA, disant qu'on ne recrute que des enfants d'énarques, on peut le faire pour Polytechnique. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, factuellement, ce n'est pas vrai. Et en plus, 41%. Et en plus, ce n'est pas vrai. Mais d'enseignants, beaucoup d'enfants d'enseignants. Mais pas d'énarques. Chacun son tour. 27% qui occupent des postes dans les grands corps, parce qu'en fait, les grands corps ont une surreprésentation. On constate simplement que peut-être qu'il faut faire une réforme du service scolaire pour permettre à plus d'arriver à l'ENA. Mais tous les grands corps de l'État, toutes les grandes écoles sont pas assez représentatifs de la population. Ce n'est pas le propre de l'ENA. Mais qu'est-ce que je constate ? C'est que l'ENA, il n'est pas là pour faire de la politique. Il n'est pas là. C'est au ministre de donner des institutions. Alors pourquoi, Jean-Louis, juste une petite question, pourquoi quelqu'un qui devient ministre, donc qui fait de la politique, donc qui perd sa neutralité, qui est énarque, n'est pas obligé de démissionner immédiatement de son statut ? Pourquoi quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle n'est pas obligé de démissionner de son statut ? C'est vrai pour tous les corps. Moi, je suis magistrat, j'ai fait de la politique. Si j'avais été battu, je serais... Alors il faut se poser la question globalement. Là, vous posez la question de la fonction publique et pas de l'ENA. Ça ouvre sur des questions plus larges importantes aussi. On va avancer dans ce débat précisément parce que ces critiques de l'ENA, du fonctionnement de l'ENA, elles émanent aussi, vous allez le voir, de gens qui, sans être énarques en tout cas, y ont travaillé, Benjamin. Ils viennent directement de l'intérieur et c'est le cas de Nathalie Loiseau, qui est une ex-directrice de l'ENA. Elle n'a pas été énarque elle-même, je le précise. Elle est actuellement tête de liste de La République En Marche aux élections européennes. On l'écoute, elle était ce matin sur Radio Classique. On l'écoute. J'ai été accueillie au départ par certains conservatismes, par certains corporatismes, en étant une femme de moins de 50 ans
en n'ayant pas fait l'ENA, à peu près comme une saltimbanque. Ça vous donne une idée de ce à quoi on se heurtait en essayant de bouger cette école. David Guilbault, qu'est-ce que vous répondez à cette critique de l'entre-soi? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même quand même? L'entre-soi, il y a énormément de gens qui viennent de milieux très différents à l'ENA. Après, de fait, vous êtes mis ensemble, vous êtes 90 mis au même endroit pendant 2 ans, évidemment, ça crée une sorte d'entre-soi. La question, c'est qu'est-ce que vous faites après dans vos postes opérationnels? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous êtes sur des vrais enjeux? Et ça, c'est le cas. Mais moi, je voudrais répondre quand même juste... Est-ce que ça crée une pensée unique? C'est ça aussi le procès qu'on fait en permanence. Est-ce que ça crée une pensée unique? Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans ce que j'avais commencé à dire et je réponds sur la pensée unique. Nathalie Loiseau, moi, c'était ma directrice quand j'étais à l'ENA. Ouais. Il y a eu un groupe de travail formé par des élèves qui a émis des propositions de réforme de la scolarité, du classement de sortie, des réformes qui sont très importantes parce que c'est le vrai sujet, c'est pas la suppression de l'ENA. Le vrai sujet pour moi, c'est ça. Et à l'époque, elle a balayé ça d'un revers de main. Il y a eu aussi un livre qui s'appelait La ferme des énarques qui est sorti il y a 4 ans, dont on avait beaucoup parlé. Elle a balayé ça d'un revers de main en disant que l'autrice cherchait à faire du buzz. Quand elle l'a dirigé, elle ne voulait pas réformer l'ENA. Elle voulait pas réformer. Mais sur la pensée unique. Elle vient de dire le contraire. Elle vient de dire le contraire. Exactement de ce qu'elle disait il y a 18 mois. Alors, qui croire? Est-ce que c'est lié au fait, d'après vous, justement, qu'elle est entrée en politique maintenant? Non, c'est parce qu'elle veut suivre Macron. Qui dit, j'ai la citation, Macron qui dit exactement le contraire de ce qu'il disait il y a 18 mois. À la Fondation IFRAP, on avait essayé de travailler sur justement les cours de l'ENA et on avait demandé à avoir accès à l'information sur les cours de l'ENA. On a été entièrement bloqués à l'époque, sous sa direction, parce qu'on voulait avoir une réflexion pour savoir justement donc double discours. S'ils étaient formés à réduire la complexité, à faire de la simplification, à réduire le nombre de normes, de lois, à réduire le nombre de strates administratives. Penser contre soi-même. L'action d'un fonctionnaire ne peut pas juste être dans le démantèlement de l'État non plus. Elle se prépare à faire des économies. Justement, là, vous avez dit quelque chose de très important. L'action d'un fonctionnaire ne peut pas être juste dans le démantèlement de l'État. Ça veut dire qu'ils sont entièrement, finalement, dédiés à garder un statu quo sur le rôle de l'État. Par exemple, mais quelle démagogie, c'est scandaleux. Mais bien sûr, sur la mission de l'État. Il y a une décentralisation dont on a vraiment, vraiment besoin. Tous les exécutifs territoriaux le disent. On a un saucissonnage des financements des missions publiques qui font que finalement, à la fin... Mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est pas la responsabilité des hauts Mais vous savez bien que dans les cabinets ministériels, ceux qui bloquent au secrétariat général du gouvernement, ce sont aussi des personnes qui viennent de fondamentalement, c'est la crise du politique. Et c'est la crise du politique. Pleinement d'accord avec ça. C'est la crise du politique qui ne dirige plus les hauts fonctionnaires. Et c'est là, on reproche aux fonctionnaires d'être arrogants. Mais qui? Mais attendez, vous dites la même chose que moi. Vous dites que finalement les politiques ont laissé gérer les hauts fonctionnaires. Donc tout ce qu'on a... Mais non, parce qu'il faut qu'ils reprennent le pouvoir. Tout ce qu'on n'a pas eu comme réforme ces dernières années est le fait finalement de préserver le statu quo. Les régimes de pension publique, le statut public, toutes les réformes qui ont eu lieu à l'étranger. Je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça. C'est un mot de David Guilbault, il faut que vous répondiez, après on va avancer. Quand vous savez comment travaillent les administrateurs civils, combien ils travaillent, les heures qu'ils font, ils finissent à 22h, ils ont des salaires certes confortables, mais qui n'ont rien à voir avec les salaires du privé. Donc moi, depuis 2 ans, j'en ai marre de cette démagogie qui tape sur les fonctionnaires comme s'ils étaient responsables des problèmes du pays. Ce n'est pas vrai, et Jean-Louis Debré le dit très bien, c'est quand le politique abandonne son rôle que les fonctionnaires prennent du pouvoir. On va avancer. C'est ça le vrai sujet. On va avancer, parce que si jamais Emmanuel Macron... Ne dites pas qu'il pousse à des réformes plus ambitieuses. Partout, ce qui s'est passé partout en Europe, la baisse des dépenses, la baisse de la fiscalité. Agnès Verdier-Molinier, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La question du statut, partout ils ont J'ai une bonne nouvelle pour vous, Agnès Verdier-Molinier. Il semblerait qu'Emmanuel Macron s'oriente vers la suppression de l'ENA. Alors, une fois que ça sera supprimé, par quoi peut-on envisager de remplacer l'ENA, Nadia? En tout cas, il y a un modèle qui inspire Emmanuel Macron. Visiblement, c'est l'école de guerre. On l'a beaucoup entendu et pour cause, il y a un dicton qui dit que pour chaque problème, il y a 3 solutions. La bonne, la mauvaise et l'école de guerre. Alors, cette école de guerre, c'est une école qui est plus que centenaire, qui est très secrète et qui va donc former des cadres supérieurs de l'armée française et qui a cette particularité d'exiger de ses élèves qu'ils aient déjà mis les pieds dans la glaise. Ce sont tous à la base des officiers de terrain. Alors, il y a chaque promotion, rassemble 200 Français qui sont issus de l'armée de terre, de la marine ou encore de la gendarmerie et ainsi qu'une centaine d'officiers venant de pays étrangers. C'est une scolarité qui dure 43 semaines et la formation consiste, je cite, à apprendre à commander, planifier, conduire, négocier, comprendre et penser. Ce qui veut dire que quand Emmanuel Macron dit qu'il veut s'inspirer de cette école, ça veut dire donc qu'il s'agit de former des personnes qui ont déjà une expérience dans la fonction publique. Bruno Le Maire, il a même parlé d'une école pour fonctionnaires qui ont déjà 10 ans de carrière. David Guilbault, est-ce que ça ne vous semble pas pertinent, effectivement, pour diversifier ce qu'on évoquait tout à l'heure, de recruter des personnes qui ont de l'expérience de terrain?
Ben là, on commence à rentrer dans les vrais sujets, parce qu'on dit suppression de l'ENA, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quelle fonction publique on veut. Donc là, le sujet que vous mentionnez, c'est est-ce qu'il faut que les gens, dès qu'ils sortent de leurs études supérieures, puissent accéder à des postes d'encadrement dans la fonction publique. Et ça, c'est une question qui se pose. Et est-ce qu'on ne peut pas prévoir, par exemple, que l'ENA interviendrait après une première expérience professionnelle pour aller plus loin? Et voilà, ça ouvre aussi sur... Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que ça pourrait résoudre certains Après, je ne peux pas vous dire oui, non, comme ça, d'une façon tranchée, parce qu'il faut regarder les modalités, vers quoi on veut aller. Enfin, voilà, là, on est dans du simplisme. Comment diversifier précisément, Jean-Yves Debré, comment diversifier le recrutement? D'abord, on supprime le concours. Ça vous paraîtrait une bonne idée? Non, mais, ah bah oui, on revient au système ancien. Du népotisme. C'est le système du copinage, Voilà. etc. C'est exactement ce que les républicains ont voulu éviter. Mais ça peut être aussi l'expérience qui vous permettre à un moment donné d'intégrer une grande école. Personne ne dit, d'ailleurs, dans l'histoire de l'ENA, il y a eu des réformes pour ouvrir au maximum, peut-être pas suffisamment. Ça n'a pas très bien marché. On se souvient du déménagement même à Strasbourg. Il y avait le déménagement à Strasbourg, il y a le concours de fonctionnaires, il y a la troisième voie, tout ça. La classe prépa égalité des chances. Très bien, parfait. Ne disons pas uniquement que l'ENA, c'est un endroit où il n'y a que les fils d'ENA, ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Alors, et je constate simplement que tous les mouvements populistes ont repris cette idée. Si vous prenez le mouvement Poujade, c'était la même chose. Si vous reprenez le mouvement Nikou du Sidunati... Donc Emmanuel Macron est un populiste, c'est ça que vous êtes... Non, mais on va pas partir de ça. Agnès Verdier-Monnier, par quoi vous remplacez l'ENA, Agnès Verdier-Monnier? La question déjà, c'est est-ce qu'on est obligé d'embaucher que des énarques pour diriger nos administrations? Non, mais l'ENA, c'est fini. Non, mais attendez. Je vous dis, Emmanuel Macron va supprimer l'ENA. Vous voulez que des contractuels dans la fonction publique, c'est ça que vous voulez, dites-le. Une anecdote. La direction générale de la fonction publique à Bercy. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de personne qui a été nommée. Pendant des mois, personne n'a été nommé. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'un côté ceux qui voulaient embaucher quelqu'un du privé, un DRH du privé pour avoir des méthodes de gestion des ressources humaines dans le public qui soient importées du privé. Et de l'autre côté, il y a le Conseil d'État qui disait « Moi, j'ai toujours eu ce poste dans mes prébendes, parce qu'il faut savoir que les grands corps se partagent les postes dans la plupart de la haute administration. » Ça, c'est la réalité. Mais par quoi remplacer l'ENA demain? Tout simplement faire rentrer sur les postes de haute administration, comme ça existe dans les autres pays, des personnes qui ont une expérience dans le privé ou dans le public, mais qui ne sont pas forcément tamponnées par un tampon ENA. Et le fait d'avoir une expérience de 10 ans, comme c'est proposé dans la potentielle réforme, et ensuite de pouvoir accéder à des postes de direction... Votre voisin n'a pas l'air si sectaire que cela, donc on va peut-être lui demander ce qu'il en pense. Écoutons quand même. Mais on va écouter Personne n'est sectaire. Non, il faut juste qu'on... Je suis désolé, ça va encore faire penser complexe, mais il faut qu'on distingue bien les problèmes. Il y a la question de la sélection sociale, et là, ça pose la question du recrutement à l'entrée de l'ENA. Finalement, aujourd'hui, l'ENA, malgré tous ses défauts, elle joue un peu le rôle d'amortisseur d'une sélection sociale qui arrive beaucoup plus tôt par les grandes écoles, par Sciences Po, par HEC. Donc là, il faut s'attaquer au système scolaire, à la racine, comme vous le disiez, Monsieur Debré, et vraiment avoir des actions ambitieuses qui peuvent faire que tous les jeunes de ce pays puissent espérer avoir l'ENA s'ils veulent. Mais ça ne suffira pas, parce que moi, je pense que le système scolaire ne pourra jamais complètement compenser les inégalités de naissance, et donc il faut faire des systèmes de sélection alternatifs plus tard aussi dans la vie pour se réorienter et avoir quelque chose de plus ouvert. Vous évoquez et faire qu'à 30 ans, notre destin ne soit pas plié. Mais ça ne veut pas dire balancer l'ENA, balancer le principe du concours et balancer le principe des fonctionnaires indépendants. Que vous donnez, un mot, Jean-Yves Debré. Oui, c'est au ministre de choisir, c'est au ministre de trancher. Alors, le Conseil d'État peut demander quelque chose, d'autres... Alors attendez. Parce que les ministres sont... Les ministres sont responsables politiques. Qui décide objectivement de qui est directeur de cabinet, du ministre, etc. Arrêtez de dire que les grands corps n'ont pas... Mais moi, quand j'ai pris mon directeur, je n'ai pas demandé au Conseil d'État. L'inspection générale des finances n'a pas de rôle dans le choix des directeurs de cabinet. C'est le ministre qui prend sa décision. Bien sûr. Désolé, Madame Verdier-Monnier, mais le simplisme de ce que vous dites, on entend c'est une insulte à ce que vous faites. On comprend personne, on n'entend personne, parce que vous parlez tous les trois. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre la parole, puis je vais vous proposer, justement, parce que vous posiez la question de la formation de l'école, de l'inégalité des chances, qui se construit bien en amont d'ailleurs de l'ENA, mais justement, précisément, pour conforter l'égalité des chances, ça commence donc bien avant l'ENA, et il y a un ministre, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui prétend en tout cas s'y attaquer dès la maternelle. On va regarder, c'est le Bang Bang d'Olivier Boucreux. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. L'ENA fait débat, les élites se serrent les coudes et le ministre de l'Éducation, lui, s'intéresse surtout à la petite enfance. Alors faut-il mettre au coin Jean-Michel Blanquer?
Lui ne l'a pas fait, l'ENA, ce qui ne l'empêche pas d'être traité de technocrate de la rue de Grenelle par une partie du milieu enseignant. En même temps, ce macroniste dans l'âme, le cœur à droite ne vient pas vraiment du rez-de-chaussée. Naissance dans le 8e arrondissement de Paris, père avocat, mère enseignante, scolarité dans un établissement privé catholique, Sciences Po avec son ami pour la vie François Barouin, Harvard, il avait déjà grimpé sans forcer quelques étages. Facile dans ces conditions, disent certains, de défendre la veuve et le déscolarisé, de demander une garantie des savoirs fondamentaux pour tous et une instruction obligatoire dès 3 ans. Ce qu'il faut, c'est agir profondément et ne pas se contenter de paroles. Diplômé en droit et philosophie, poète à ses heures perdues et ancien DJ, personne n'est parfait, il cultive les paradoxes comme d'autres les mauvaises notes. Utopique mais concret, traditionnel mais novateur, entre enseignement du latin et cartable numérique, adepte des neurosciences qui aime prendre dans ses bras le vieux platane du ministère pour se ressourcer, et fan à la fois de Jules et de Luc Ferry, qui ne sont pas exactement de la même famille. Ctrl Z, son surnom, en référence à la touche sur l'ordi qui annule tout, a tout cassé pour bâtir avec ses Legos son école de l'égalité des chances. Mais ses détracteurs parlent plutôt d'une école du tri social. Ça te plaît, ça? Ça t'amuse? Tu comprends tout, en fait. Et s'il prône une méritocratie républicaine soucieuse de diversité sociale, encore un paradoxe? Beaucoup de professeurs dénoncent son manque de dialogue et sa certitude d'avoir raison, seul contre tous. Et je m'interrogeais ensuite, 2 points. Qui était le, ouvrez les guillemets, Y, fermez les guillemets, légitime, point d'interrogation? Attention, monsieur le ministre, le syndrome de l'ENA vous guette. Merci Olivier Boucre, le calme est revenu et c'est à vous Benjamin. David Guilbault, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA, a-t-il dit, pour développer une société de l'égalité des chances. Alors selon vous, comment on fait, vous pensez qu'on peut faire pour développer davantage cette égalité dont on dit qu'elle n'est plus présente à l'ENA? L'égalité des chances, c'est un énorme sujet. Et pour le coup, supprimer l'ENA, ça n'a rien à voir avec. La question, c'est vraiment très en amont dans le système scolaire. Qu'est-ce qui fait que dès l'âge de 5 ans, les inégalités de naissance, elles se reproduisent déjà dans les inégalités de développement cognitif des enfants? Et peu à peu, les trajectoires ne font que diverger. Donc comment on fait très tôt dans le cursus? Et là, c'est des choses que Jean-Michel Blanquer fait. Le dédoublement des classes de CP, CE1, c'est très bien parce qu'il faut investir très fortement au début. Vous pensez que ça va diversifier la haute fonction publique? À terme, si on arrive à faire en sorte qu'à chaque étape du parcours scolaire, les inégalités des chances se réduisent, là, on a peut-être une chance de faire qu'à Sciences Po, la diversité augmente, au-delà des seules conventions d'éducation prioritaire qui existent aujourd'hui, à HEC pareil, et que donc ensuite, les candidats qui se présentent au concours de l'ENA soient plus divers. Et est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà, Jean-Louis Debré, avec une discrimination positive, comme ça se passe à Sciences Po aujourd'hui, d'aller recruter dans les ZEP, comme on le fait dans les zones d'éducation prioritaire? L'ENA est l'aboutissement d'une chaîne. Pour arriver à cette égalité, ça se prépare bien en amont, à la fois par la diversité des chances, par les bourses et par l'égalité entre les écoles de province et les écoles parisiennes. Est-ce qu'on va assez chercher justement les futurs énarques en province, par exemple? Non, on va pas y chercher. C'est très difficile parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas vraiment que ça existe, c'est très dur. La réforme que fait le ministre de l'Éducation nationale va dans le bon sens. Et ne donnez pas tous les péchés du monde à l'ENA, qui n'est que le résultat de tout un processus inégalitaire. Un système qui fonctionne mal. Le sujet de la diversité n'est pas le sujet numéro 1. Le sujet de la finalement, c'est le sujet de la gestion. Vous êtes bien aimable, mais pour plein de gens, c'est le sujet numéro 1. C'est le sujet de la gestion de ce pays. C'est pour ça que l'ENA est mal vue. Non, mais c'est pour ça que. La question portée sur l'égalité des chances. C'est pour ça que l'ENA est mal vue en France. Et l'ENA n'est pas mal vue en France à cause des problèmes d'égalité des chances. Les gens savent très bien qu'on ne passe pas le concours de l'ENA à la maternelle. En revanche, le fait que la France soit un pays qui finalement a plus de chômage que dans les pays du Nord, qui a plus de problèmes pour réduire le déficit, la dette, etc. Là, c'est un sujet. Merci, là, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir essayé d'échanger ce soir sur ce plateau et de nous éclairer sur l'avenir de notre système scolaire et même au-delà de l'ENA, peut-être. 28 minutes continuent avec nos amis Meudus et Saltiel. Le premier va se saisir de la disparition d'un ancien président péruvien pour revenir sur le suicide raté d'un lointain monarque et son complice, lui, va nous démontrer que Notre-Dame de Paris est décidément éternelle dans les jeux vidéo. Mais tout d'abord, Désintox ce soir. Nos fins limiers de l'info rétablissent la vérité des propos d'une certaine Nathalie Loiseau, figurez-vous, sur la nécessité d'un SMIC européen. Nathalie Loiseau, tête de liste LaREM pour les élections européennes, souhaite-t-elle faire passer le SMIC de 1 171 € net aujourd'hui à 850 €? C'est l'accusation portée par la France Insoumise depuis le 10 avril. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a ainsi affirmé que la candidate voulait un SMIC européen égal à la moitié du revenu médian, ça fait donc 850 €, moins que le seuil de pauvreté.
En cause, une interview accordée par Nathalie Loiseau aux Parisiens. La candidate se déclarait en faveur d'un SMIC européen permettant un revenu décent pour tous les citoyens européens et d'évoquer dans chaque pays un montant d'au moins la moitié du salaire médian. Bondissant sur cette dernière phrase, les opposants ont vite dégainé leur calculette. Ils ont divisé en deux le salaire médian français proche des 1 800 € pour arriver à 850 €. La proposition de Nathalie Loiseau aboutirait donc à amputer de plus de 300 € le SMIC actuel. Les choses sont un peu moins simples. L'AREM a déjà expliqué que la proposition d'un SMIC européen consistait en fait à imposer un salaire minimum dans les quelques pays de l'Union européenne qui n'en ont pas. L'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède, et à s'assurer que les salaires minimums qui existent déjà respectent un plancher décent. L'objectif n'est donc pas de niveler les salaires minimums existants par le bas, n'en déplaise à ceux qui aiment les coups bas. Ben voilà, bien vu les intox. Vous avez compris les deux gars? On l'a bien compris. Bienvenue. François Saltiel? Oui, c'est ça. Xavier Mauduit, c'est ça? Ouais. Je reconnais toujours. On va commencer avec vous, Xavier. L'ancien président péruvien Alan Garcia, impliqué dans un scandale de corruption, vient tout juste de se suicider juste avant d'être arrêté. Et vous qui avez décidément une vaste culture et une longue mémoire, on le sait, ça vous a rappelé le suicide raté d'un très 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 lointain monarque. Oui, nous allons en 63 avant Jésus-Christ. Je vous emmène dans la ville de Sinop, c'est en Turquie actuelle, un petit peu au nord d'Ankara, quand le roi Mithridate décide de se suicider. Une décision folle. Mithridate, c'est un roi très puissant. Vous savez, il règne sur le royaume du Pont. Le Pont Euxin, c'est comme ça qu'on appelait la mer Noire dans l'Antiquité. Et Mithridate a une ambition, c'est faire la nique à Rome, sa grande rivale. Mais après des dizaines d'années de guerre, il doit se rendre à l'évidence. Rome est bien plus forte. Il faut dire que les légions romaines sont menées par des généraux comme Lucullus, Sylla ou Pompée. En plus, pour le pauvre Mithridate, il est lâché par sa population. Qu'on peut plus de toutes ces années de guerre, il est même trahi par sa famille parce qu'il y a un fils qui veut le renverser. On peut plus. Il va se suicider. Comment? Du poison. Du poison, il en a toujours sur lui, à côté de l'épée, vous voyez, un peu au cas où. Ses deux filles qui sont avec lui, horrifiées du sort qui leur sera réservé à la mort de Papounet, disent nous aussi, on va t'accompagner. Oui, Papounet, on va t'accompagner dans la mort. Et les voici tous les trois qui prennent du poison. Les deux filles meurent aussitôt. Et Mithridate, rien. Il a beau marcher rapidement comme ça pour accélérer les effets du poison, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la dose était trop faible? Il n'aurait pas dû partager avec ses filles, mais vous voyez, c'est le genre de papa aimant, il ne peut pas leur dire non. Non, en fait, l'inefficacité du poison s'explique par un paradoxe. Tout le temps où il était en pleine gloire, Mithridate prenait des petites doses comme ça de poison. Vous voyez, au cas où, et il est immunisé. Ce phénomène porte un nom, grâce à lui, c'est la mithridatisation. Voilà, être immunisé en prenant des petites doses. Mais je vous rassure, l'histoire se termine super bien. Oui, parce que comme il voit que le poison ne marche pas, il va voir un de ses amis qui s'appelle Bituitos. Bituitos est un... Oui, c'est un chef gaulois qui est à son service et il lui dit, tue-moi. Ce que fait Bituitos. Bituitos est un homme serviable. Donc vous voyez, rien de tel qu'un petit coup de main d'un bon copain pour couper dans le vif. Alors, le poison n'a pas marché sur Mithridate. En revanche, il a marché sur un autre personnage que je trouve absolument admirable. Je vous le présente tout de suite. C'est Milou Duchamp qui chante Petit Poison. Petit poison, ma chérie, ça ne peut plus durer. Tu ne fais que faillir un peu d'amour, je te m'en dis. Il est top. Quel mélomane vous faites, Xavier. Merci encore. François, c'est à vous. François, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est décidément et fort heureusement indestructible, immuable et même éternelle. Et vous avez d'étonnantes images qui vont nous le prouver. Oui, par l'industrie du jeu vidéo qui a porté aussi sa pierre à l'édifice pour préserver la mémoire de Notre-Dame de Paris, puisque l'éditeur français Ubisoft vient d'annoncer un don de 50 000 €, mais aussi 500 000 €, mais aussi le téléchargement gratuit pendant une semaine de son best-seller de 2014, Assassin's Creed United. C'est un merci pour cet accent, Nadia, ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on dit aux States, alors qu'ils sont français. Donc dans ce jeu qui se déroule, non, c'est pas espagnol, qui se déroule bien dans la cathédrale de Notre-Dame, qui est au cœur du récit, ils ont fait une reconstitution bluffante qui a nécessité 3 ans de travail et l'intervention de plus d'1 millier de personnes. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque au moment même où les flammes ravagent Notre-Dame de Paris lundi soir, des joueurs ont publié sur Twitter les vidéos de leur exploit virtuel, comme celui-ci, qui a décidé de nous emmener tout en haut de la flèche virtuelle de Notre-Dame pour nous offrir une vue à couper le souffle. Vous le
voyez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, oui, c'est très beau, voilà, on est tout en haut. Et à l'instar de l'œuvre de Victor Hugo, ce jeu a permis à des millions de personnes, notamment des jeunes, de découvrir et de s'intéresser au plus près à Notre-Dame de Paris. Et c'est vrai que les jeux vidéo sont souvent décriés dans l'espace médiatique, mais ils peuvent parfois faire preuve d'utilité publique. D'ailleurs, les concepteurs du jeu chez Ubisoft se disent prêts à aider pour tenter de rebâtir Notre-Dame, même si les architectes de demain vont s'appuyer sur des reconstitutions virtuelles certes, mais peut-être plus précises que celles du jeu, comme celle-ci qui a été réalisée par des universitaires américains. Mais quoi qu'il en soit, Notre-Dame de Paris peut compter sur tous ces bâtisseurs du virtuel qui sont nos compagnons du Nouvel Âge. C'est vous qui êtes bluffant, hein, les amis. Oui. Le Nouvel Âge, c'est... Il y a le Moyen-Âge et le Nouvel Âge. Voilà. Hein. Voilà, vous êtes l'avenir, François. Oui, on est tous l'avenir, voilà. On est mal embarqués. Oui, oui. On va s'accrocher, hein, on va espérer, on va essayer de s'en sortir. Merci Mais en oui, tout cas. Renaud. Merci François pour nous avoir ainsi bluffé. Merci mes amis, mes 28 minutes étaient là, c'est terminé. Et à suivre dans un instant sur Arte, bien voici votre soirée série avec une nouveauté, elle aussi bluffante, braquage à la suédoise, dont les héroïnes vous prouvent qu'on peut s'attaquer à une banque à tout âge. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre premier invité, et Dario Moreno qui n'est pas allé seulement à Rio, mais aussi à Istanbul. Tchuss, bien sûr. à demain. Qui planait au milieu de la foule d'Istanbul, le muezzin chantait en haut d'un minaret, et tout le long du Bosphore, je fais